Bonsoir tout le monde. On est ici pour la seconde conférence des Meek Talk. La première était sur Barbie et cette seconde conférence sera sur la culture drag et en particulier les drag kings. Donc les Meek Talk, ce sont une série de conférences organisées par le Master Meek, plutôt le Master IIC, parce que c'est le Master de Innovation et Intelligence Culturelle de l'Université Paris-Cité. Et donc cette série de conférences est organisée par moi-même, je m'appelle Zoé, et le reste de l'équipe. Donc on a Oli qui s'occupe d'enregistrer là-bas et de prendre des photos ce soir. Lucille qui est dans le public là-bas, qui a fait l'hôte pour la première conférence. Ainsi que Zaineb qui s'est occupée de beaucoup de la communication pour cette conférence et la précédente aussi. Et ce soir nous sommes avec Edmond Ladoré qui nous vient de Nantes, ou tu étais à Rennes avant? J'étais à Rennes. J'étais à Rennes, mais tu viens de Nantes. Voilà, il va se présenter et on va commencer la conférence. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous pour parler de ce sujet, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, la visibilité des drag kings au sein de la scène drag en général. Comme tu disais, je suis Edmond Ladoré, c'est mon pseudonyme de scène. Ça fait 5 ans que je fais du drag. Et je suis principalement sur la scène king, mais aussi la scène burlesque. Voilà. Donc on va commencer avec une grande question. Qu'est-ce que le drag pour toi? Faut savoir, en fait, il y a une définition, il y a autant de définitions de drag qu'il y a d'artistes qui le pratiquent. C'est une définition aussi qui est extrêmement vivante, surtout pour ces dernières années. Il y a eu un énorme boom avec l'émission télé Drag Race. C'est une notion historique, mais c'est aussi une notion vivante. À la base des bases, c'est incarner un genre, et notamment incarner le genre opposé auquel on s'identifie en civil. Il y a d'abord historiquement tout ce qui va être les drag queens, et après on reviendra sûrement après là-dessus. Il y a le pendant, mais qui n'est pas totalement le pendant artistique, donc les drag kings. Et puis après, ça allait très très vite aussi. Dans les années 80, il y a eu d'autres scènes, notamment la scène drag queer, mais aussi la scène club kid, qui, un peu comme le dit très bien Kids Moon, qui est avec nous ici, le cousin du drag. Le drag, c'est vraiment, pour moi, ça c'est tout à fait personnel, c'est une incarnation fantasmée de la réalité. C'est-à-dire que tout ce qui est relatif au drag, c'est quelque chose qu'on ne verra jamais dans la réalité. Par exemple, quand on vous dit une drag queen, elle incarne une femme, non. La notion de féminité telle que la drag queen l'incarne, ça n'existe pas. Tout est complètement altéré, tout est complètement magnifié, que ce soit de manière pratico-pratique sur les proportions du corps, le maquillage, etc. C'est des notions, pour moi c'est ça, le drag c'est une notion de rêve et d'irréel, et incarner une réalité qui est complètement altérée et subjuguée. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus peut-être sur l'histoire du drag? Ouais, en gros, il y a 3 âges d'or, on va dire, du drag. Pareil, on pourra vraiment parler pendant des heures, parce que le drag, il y a plusieurs naissances, il y a beaucoup de mythes aussi, de légendes qui circulent sur la naissance du drag. C'est des choses aussi qui sont très propres à chaque pays et à chaque culture. Par exemple, le drag tel qu'on l'entend à l'heure actuelle en France, c'est pas du tout les mêmes origines qu'aux États-Unis, par exemple. Moi, je sais, quand j'ai commencé ma pratique drag, je voulais absolument référencer l'histoire en France. Et en fait, l'histoire du drag en France, elle commence avec ce qu'on appelait, et qu'on n'appelle plus trop maintenant, le transformisme, notamment avec les cabarets et des grandes figures comme Coccinelle ou Bambi. Coccinelle, par exemple, c'est la première femme trans qui a eu beaucoup de visibilité dans les médias pour notamment un sujet qui faisait partie complètement de son intimité, puisque historiquement, c'est la première femme à avoir eu ce qu'on appelait à l'époque une vaginoplastie. Et du coup, évidemment, les médias adorent s'intéresser aux parties intimes des femmes. Et du coup, elle a été beaucoup médiatisée pour ça. Mais moi, je sais que quand j'ai commencé le drag, c'était vraiment une artiste que je voulais absolument référencer,
parce que ce soit dans mon esthétique ou dans ce que je voulais transmettre, c'était pas les références du drag US. J'adore le drag complètement entertaining, la drag queen complètement folle du Texas ou whatever des États-Unis, mais c'est pas un drag qui me parlait moi dans cet aspect historique. Donc en France, en gros, on va avoir toutes ces scènes-là, donc notamment sur Paris principalement, avec des cabarets majoritairement fin années 40, un peu années 50, mais surtout années 60. Aux États-Unis, l'histoire du drag, elle est vraiment multiple. Il y a énormément de points d'ancrage et de points de début en fait du drag. Ça peut être vraiment la culture ballroom donc je suis pas la personne la mieux placée pour en parler, mais la culture ballroom, elle est née notamment à Harlem, à New York, et c'était parce que les drag queens racisées n'avaient pas leur place au sein des scènes blanches. Et par exemple, il y avait Christelle Labeija qui avait complètement pété son casque à un concours en disant nous, les queens noires, enfin les queens afrodescendantes ou latinas, on ne gagne jamais et c'est pas parce que on est les moins belles. Et du coup, il y a eu cette mouvance qui a fait que la culture ballroom est née, donc avec le voguing, etc. J'essaye de faire vite parce que c'est vraiment une histoire qui est... Si vous avez vraiment le temps, il y a notamment la série Pose de Ryan Murphy qui en parle très bien. Sortez les mouchoirs. Et du coup, elles ont créé leur propre compétition. Donc à la base, c'était comme les pageants de beauté et c'est devenu progressivement la culture ballroom telle qu'on la connaît avec le voguing. Et c'était exister et hiérarchiser un monde en fait. En gros, ces personnes-là, dans la réalité, ne pouvaient pas accéder à plusieurs métiers ou être allées dans différents lieux qui étaient, encore une fois, réservés aux personnes blanches, puisque les années 80, historiquement, c'est très proche des années 60 et encore des régimes qui différenciaient les espaces réservés aux personnes racisées, aux personnes blanches. Du coup, c'était créer un lieu où on pouvait exister et notamment, il y avait beaucoup de femmes trans et de drag queens et aussi des drag kings, peu, mais il y en avait. Et avant ça, il y avait eu les émeutes de Stonewall avec Marsha Johnson, par exemple. Et avant ça, il y avait la naissance du mouvement drag queen. Mais encore une fois, cette réalité, par exemple, si on se déplace en Australie, il faut attendre les années 90 pour avoir un boom de la culture drag, notamment avec le film Priscilla folle du désert, qui est hilarant, qui est vraiment très drôle. Il y a des choses qui ont mal vieilli, mais ça reste très drôle. Et du coup, il y a vraiment eu le premier âge d'or que moi je situe vraiment fin des 70-80. Il y a eu le deuxième âge d'or fin des années 90. Et là, je considère qu'on est dans le troisième. Parce qu'il est en train, à l'heure actuelle, historiquement, ce qui est en train de se passer pour le drag, c'est énorme. Il y a 5 ans, on m'aurait dit tu vas à la fac parler du drag, je te dis jamais de la vie. Et on peut à l'heure actuelle avoir accès à des scènes qui sont gigantesques avec un public qui est encore, mais on peut même parler en termes de mois, un public qui il y a encore 6 mois ne s'intéressait pas du tout au drag. Voilà. C'est une réponse qui est très courte parce que vraiment la naissance du drag et tout ce qui s'est passé historiquement, il y a beaucoup de choses. Et après, quand on veut vraiment aller aux naissances, il y a toute l'histoire peut même partir dans l'Antiquité avec le théâtre gréco-romain. On peut aller aussi dans le théâtre élisabétain où c'était les hommes qui incarnaient les femmes. Il y a des personnes qui disent que ça vient de là, drag, dressed as a girl en fait. Voilà, il y a plein de choses. Et du coup, c'est souvent la culture drag, quand on en parle, en tout cas dans les milieux plus mainstream,
où on la retrouve un peu plus qu'avant, mais c'est souvent plutôt des drag queens. Et quand j'ai parlé de cette conférence et j'ai parlé du sujet, souvent on me disait « Ah, je ne savais même pas que ça existait, le drag king, je savais les drag queens ». Et j'en devine en général ce que c'est que le drag king par la définition du drag queen. Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette différence de représentation entre drag king et drag queen? Il y a 2 différences et en fait c'est vraiment ce que je disais en introduction. On considère le drag king comme le pendant du drag queen, mais en fait c'est des réalités qui sont très différentes. Il y a des personnes qui vont pratiquer le drag king, mais juste pour avoir ce qu'on appelle un passing dans l'espace public, donc être vu socialement comme une personne AMAP, donc assignée mâle à la naissance. Il y a cette histoire de passing. Par contre, quand on est sur un espace scénique, moi ce que j'entends, et on a eu notamment avec Kizmoon l'exemple il y a 2 semaines où j'étais programmée sur la plus grosse scène drag de l'Ouest, sauf que cette scène drag ne programmait uniquement que des queens, vraiment. Et je sais plus quand est-ce que ça a été créé, on va dire après le Covid, donc ça devait être en 2021. Jusque-là, il y avait des saisons, des éditions tous les 2 mois, c'était que drag queen. Et là, c'était la première avec un line-up drag king. Et en fait, c'est ce que j'entendais. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant d'aller voir des drag kings parce que la notion de costume, de show, c'est complètement différent. Moi, mon drag king, il est pensé comme une version magnifiée de la réalité. Mais j'ai plein de collègues drag king. Pour eux, c'est se rapprocher au plus visuellement de ce qu'on entend socialement d'un homme. Et du coup, avoir des habits de la vie de tous les jours, etc. sur scène. Donc évidemment, il y a quelque chose visuellement qui est moins impressionnant, mais artistiquement, ça reste quand même un propos qui est hyper impactant. Il y a ça, et il y a une autre réalité qui est aussi lors de la vie de tous les jours, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui vont comprendre de quoi je parle. Il y a aussi l'oppression systémique que principalement les personnes qui font des personnages drag queen sont des personnes cis hommes, et que du coup la majorité des personnes qui pratiquent le drag king sont des personnes AFAB, et on donne moins la visibilité aux personnes AFAB, donc aux personnes s'identifiant dans le spectre féminin, mais aussi des personnes transmasculines, etc. C'est des personnes qui socialement ont moins la place et ont moins l'occasion de s'exprimer sur scène. Et moi, c'est quelque chose que je mets vraiment au centre de ma pratique, que par exemple la scène dont je vous parlais là, avec que des drag queens et drag queens, en dessous du costume, il y a beaucoup de personnes cis, c'est beaucoup de cis mecs en fait qui sont en dessous de tout ça. Donc sur scène, on a des personnes qui sont déjà représentées suffisamment dans la société, et les drag kings, et c'est toute la scène. Notamment, j'étais avec Judas la Vidange qui lui met vraiment en avant le fait qu'il est une icône lesbienne. Et il y avait aussi Kim Swan qui est un homme trans. Sauf qu'en fait, ces personnes-là, on leur donne moins aussi la visibilité sur scène. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Et du coup, aussi, quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé du fait que tu as commencé en drag queen. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir ce double point de vue entre drag queen, drag king. Et donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, par exemple, tu as choisi de passer de drag queen à drag king? En fait, quand j'ai commencé, là, ce que je vous disais sur les âges d'or du drag, c'est hyper important de se rappeler que le drag, moi, j'ai découvert quand j'avais 9 ans et je regardais Priscilla Folle du désert, justement. Mais je l'ai vraiment découvert quand, je dirais en 2017, à l'époque où pour regarder RuPaul Drag Race, fallait aller sur des sites giga obscurs de streaming. C'était honteux de regarder Drag Race. Et à Nantes, on était, à l'époque, il devait y avoir 4 drag queens. Il y a notamment Sushi, que je considère comme ma mère dans le milieu. Il y avait Sushi, il y avait Creamy, c'était un duo. Et il y avait Pamela Kay qui était déjà là, qui était là avant que Nantes soit construit, je pense même.
Et en fait, c'était très honteux. Et par exemple, quand les queens allaient en club gay à l'époque, et j'insiste sur le mot gay, personne ne les approchait, en fait. C'était vraiment les parias. Maintenant, c'est complètement différent de voir le changement qu'il y a eu en à peine 2 ans. Maintenant, on se retrouve pour regarder Drag Race. À l'époque, c'était vraiment sur un truc dégueulasse, sur le dark web presque. Et du coup, moi, j'ai découvert le drag comme ça, en regardant RuPaul. Et la drag queen que j'ai créée, c'était Elena. Et elle avait sens en 2017-2018, maintenant plus trop. Et vraiment, quand j'ai commencé, ouais, on devait être 4 à faire ça. Il y avait une scène tous les 3 mois. Enfin, c'était vraiment, il n'y avait rien du tout. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur et est arrivée la nouvelle génération qui était complètement biberonnée à Drag Race. Et moi, personne comprenait ma drag queen parce que ma drag queen, comme je le disais tout à l'heure, elle faisait référence aux meufs trans des cabarets des années 60. Donc, je cachais pas mes sourcils. Et volontairement, j'ai été maquillée plus pour avoir un passing que vraiment être une drag queen. Parce que pour moi, c'était hyper important en fait de référencer Bambi, Coccinelle, etc. Mais le truc que j'avais, c'était ah, tu caches pas tes sourcils, ah, mais ton contouring, tu le fais pas assez, gna gna gna. Et petit à petit, vraiment, j'avais plus trop ma place sur ces scènes qui étaient hyper mainstream, où en fait, j'allais sur scène après une drag queen qui avait fait 1 milliard de death drop en 3 minutes et une autre qui faisait des grands écarts après. Et du coup, je me sentais un peu perdue. Et entre-temps, j'ai créé son frère, donc Edmond. Et je commençais à un peu plus m'amuser aussi. Il y avait des bails aussi en dessous de ça, par rapport à mon identité de genre, où en Helena, il y avait des choses qui me mettaient pas trop à l'aise aussi. Donc il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Mais il y avait aussi une volonté sur scène d'aller explorer le drag king. Et c'est toujours ce que j'ai dit, en fait, que Helena avait une énergie beaucoup plus masculine. Edmond a une énergie très féminine parce que dans ce que je veux transmettre en tant que drag king, c'est cette idée-là que Edmond, il veut être masculin, mais il l'est pas, enfin, il le sera jamais, il n'y arrivera pas, et c'est pas grave. Et du coup, il y avait ça, et petit à petit, je me suis beaucoup plus amusée en Edmond. Il y a eu aussi le fait que je suis allée aussi sur la scène burlesque et que j'ai découvert que j'avais d'autres choses à dire en Edmond. Et Elena, là, il y avait aussi ça qui n'est pas important. En 2018, elle avait du sens. En 2023, moins. Parce que vraiment, son esthétique, c'était très inspiré de mon album, un de mes albums préférés de Madonna, Erotica. Du coup, c'était vraiment cette beauté froide et tout, mais qui parlait pas. Sauf que incarner une femme sur scène qui parle pas, c'est pas très ok, je pense, à l'heure actuelle. Ça pouvait l'être en 2018 quand on n'était pas beaucoup de drague, etc. Mais maintenant, ne pas avoir de propos et volontairement ne pas vouloir parler et être là juste pour être belle, pas ouf. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour quelques questions. Du coup, hop là, on va passer. Tu nous as dit que tu étais une grande scène, du coup la plus grande scène de l'Ouest. Oui. Donc tu parles de l'Ouest de la France, Oui. du coup, comme tu viens de Nantes aussi. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre la scène parisienne et la scène ailleurs? Complètement. Il y a des différences d'enjeux. Et je pense que je parle en ton nom, mon cher clown. Mais du coup, je me permets, hein, mais le travail de Kids Moon, moi, quand je t'ai vu arriver sur la scène à Nantes, je me suis dit, il y a des choses qui vont changer. Et du coup, Kids Moon fait partie de la scène Club Kid, qui est une scène qui a beaucoup de choses à dire. Pour faire court, et je remprunte tes mots, le Club Kid, c'est un moment historique, c'est à la fois et la mort d'Andy Warhol et les années VIH. Et en fait, c'est l'invisibilisation des victimes du sida et aussi cette volonté d'écarter toutes les personnes qui pouvaient représenter ça au sein des sphères aisées new-yorkaises. Et du coup, il y a cette volonté de vouloir se rendre visible le plus possible, si je ne me trompe pas, et vraiment de mettre ses plus belles crocs et de défoncer des portes.
Et du coup, cette scène Club Kid, moi, m'a fait beaucoup de bien parce que à Nantes, on est très peu de drag king et on est très peu de drag king à accéder à des grosses scènes. Par exemple, la grosse scène de l'Ouest dont je vous parlais, je n'y aurais pas eu accès si en fait je n'avais pas fait drag queen avant. Je sais que je jouis de cet avantage-là, que les gens ils se rappellent que j'ai été drag queen avant. Si j'avais commencé que en Edmond, ce ne serait pas du tout les mêmes enjeux à l'heure actuelle. C'est quoi la différence et du coup, à Nantes, il y a vraiment... je dis qu'il y a 2 scènes, mais je trouve que c'est en train de changer. Il y a vraiment la scène gay, avec la drag queen qui a la wig, elle vole dans tous les sens. Et it's a fucking show, mais j'adore, hein, c'est très bien. Hein. Moi, j'adore voir une drag queen hyper entertaining. Vraiment, j'oublie mes problèmes, c'est super. Et il y a des enjeux plus militants. Moi, j'essaye vraiment d'être à l'intersection des deux parce que je viens de cette scène militante. À l'époque, il y avait le collectif Us et Coutume, un collectif TPG, donc Transpédéguine. Il y avait aussi les Queenettes et les Soirées Poutres. Donc je viens de cette scène et j'essaye vraiment dans mes propos de toujours lier ça, que ce soit dans mes looks et tout. Il y a toujours des références, plein de trucs. Pas ce soir parce que je pensais qu'on n'allait pas voir mes jambes, donc je me suis pas donné la peine de mettre un beau pantalon. Et du coup, déjà au sein d'une même ville, il y a plusieurs scènes drag, club kid, drag queer, drag king et drag queen. Là, j'ai la chance en ce moment d'être de plus en plus à Rennes. La scène rennaise, elle est folle, vraiment. Déjà, ils ont 12 ans et demi. Moi, ils me disent, je suis née en 2005, ça va pas la tête. En 2005, je savais même pas ce que je faisais. Donc, je sens cette jeunesse qui a beaucoup de choses à dire, qui sont... c'est une jeunesse aussi, on n'est pas dans les mêmes réalités parce que... non, je ne vais pas dire quand est-ce que je suis née, mais quand je suis née, c'est pas ce que j'ai pu vivre en termes de climat politique, culturel, c'est pas ce que eux connaissent. Donc vraiment, ils ont un rapport très différent dans la création. Je pense notamment à la House des Évangélions, où ils sont, par exemple, ils sont 1 milliard dans cette house. Ils doivent être 12, un truc dans le genre. Qui, eux, sont Club Kids, mais il y a des personnalités, il y a Rivaria et Maya Doll qui font du Queen. Et il y a d'autres artistes qui sont Club Kids. Eux, ce qu'ils ont à dire sur scène, c'est hyper important. A contrario, il y a des scènes beaucoup plus estampillées Queen. Notamment, il y a Évaporée à Rennes que j'adore parce qu'elle ne fait que parler de références ancestrales. Et c'est super parce qu'Évaporée a beaucoup de choses à apprendre à cette nouvelle génération qui a peut-être pas forcément des codes historiques, mais qui, quand ils vont les apprendre, pourront les appliquer. Ils sont déjà en train de le faire. Et ce qui est trop bien, et je pense aussi, c'est que Rennes et Nantes, on est en train de se lier de plus en plus. Mutualiser les enjeux, c'est hyper important. Notamment, moi, ce que je fais quand j'organise des soirées, c'est que les personnes que je book pas de drag queen. Et j'essaye au maximum de faire une balance entre les personnes AMAB et les personnes AFAB, et qu'il y ait toujours une présence club kid dans les scènes drag, comme je l'avais fait avec Kids Moon à la première soirée que j'avais organisée dans un lieu qui s'appelle le Kafka, et la semaine dernière, c'était la deuxième, j'ai fait pareil, etc. Voilà. Paris, c'est la foire à la saucisse. Il y en a partout, pour tout le monde, tous les goûts. Après, je vous invite vraiment à... parce qu'en fait, on pourra en parler après, mais le public drag, il a beaucoup d'impact aussi. Enfin, je trouve qu'on réduit beaucoup le public drag à ils viennent, ils payent, ils applaudissent et c'est bon. Non, le public drag a des questions à se poser sur qui il va voir et qu'est-ce qu'il va voir. Et il y a notamment, si je ne me trompe pas, c'est la House of Rice à Paris, où c'est que des queens d'origine asiatique qui en fait ont créé leur soirée parce qu'elles avaient moins de booking que des queens blanches. Il y a aussi un article qui est sorti, je crois il y a 6 mois à peu près, sur des queens afrodescendantes qui en fait parlaient de leurs enjeux à elles en fait quand on les bookait, ou je sais plus qui disait que quand on est une queen afrodescendante, on peut pas être juste une beauty queen, il faut obligatoirement faire autre chose parce que les enjeux sont minimisés.
Et du coup, je trouve, ce qui est hyper important, en tout cas pour Nantes et Rennes, c'est qu'on se pose les bonnes questions. On se pose les bonnes questions en termes d'enjeux de visibilité, que ce soit des enjeux sociaux, mais que ce soit aussi des enjeux artistiques, de vraiment que chacun ait sa place là-dedans. Voilà, c'était un peu... mais voilà. Mais du coup, on parle plus de représentation, effectivement, et aussi, du coup, qui a une place sur la scène. Et du coup, grande question, comment on se fait une place sur la scène drag, finalement? Parce que souvent, quand on est artiste, c'est difficile de se faire une place sur n'importe quelle scène, finalement. Ouais. Ça dépend des enjeux. Moi, en ce moment, je dis que je suis un starter-peur du drag parce que ça fait 3 mois que c'est mon métier full-time. Et on est très peu à faire ça et c'est dur. Du coup, mais en fait, il y a et faire sa place et il y a surtout et la garder. Parce que quand je vois ceux qui sont nés il y a 20 secondes qui font des choses mieux que moi, je suis en panique. Mais comment faire sa place? Après, là, c'est pareil, c'est hyper différent. Moi, j'ai fait ma place quand on était 5 artistes drag dans la ville. Maintenant, bon courage. Mais, encore une fois, puisque tu es là, par exemple, quand Kizmoon a débarqué, sa première scène, c'était une scène ouverte sur la scène la plus importante de tout l'ouest de la France. Du coup, il y a et ce truc-là de très vite visible, il y a le jeu des réseaux sociaux aussi, bien évidemment. Après, on pourra revenir à l'importance des réseaux sociaux, mais aussi en quoi ça dessert la scène drag. Il y a ça. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je veux toujours apprendre et m'ouvrir le plus possible à ce qui se passe à l'heure actuelle. Notamment, la semaine dernière, j'avais booké Helium de la House des Évangélions, etc. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est jeune, qui a beaucoup de choses à dire. Et c'est une personne, je sais, grâce à elle, je peux apprendre aussi plein de trucs et moi sortir de mes zones de confort artistique, etc. Faire sa place, c'est vraiment dur, je trouve, à l'heure actuelle, notamment avec les enjeux Drag Race, parce que les gens... mais ça avait commencé dès le départ. Hein. Elena, j'avais un corset, un rouge à lèvres rouge. On me disait « Waouh, tu fais grave penser à Violette Chachki ». J'étais rien à voir. J'étais blonde. Et c'était pas parce que j'étais dans une esthétique un peu vintage-y ou fétiche que, évidemment, mais ça à toutes les sauces. Donc il y a ce truc-là, on est hyper comparé, on est hyper scruté aussi sur tout. Mais les gens, ils oublient qu'on n'a pas le budget, en fait. On n'a pas le même budget que ce qu'ils peuvent voir à la télé. Faire sa place, c'est hyper dur. Bon, après, j'en parlerai peu, mais il y a les enjeux aussi interpersonnels entre les artistes drag qui font qu'il y a des choses qui arrivent. Pas de jalousie, mais je pense qu'on flippe aussi de perdre notre place et notre visibilité. Du coup, il y a des personnes qui font des trucs pas ouf parfois. Mais il vaut mieux être une Jackie Kennedy. Donc, je pense que c'est hyper important d'être à l'écoute de tous les artistes et être à l'écoute des attentes et des besoins. Et en fait, comme ça, on peut se répartir, nous, les scènes, les enjeux et comprendre ce qui est important. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est dur de faire cette place. Voilà. Du coup, si tu veux revenir sur les réseaux sociaux, un peu étendre, quelle est l'importance faut pas... je l'ai vu par exemple ce week-end, j'étais sur une scène qui s'appelait Burlesque et Vilaine à Rennes, qui était une scène burlesque, mais donc ça c'est un exemple du burlesque, le burlesque et le drag aussi c'est très différent en termes d'enjeux. Et du coup il y avait une performeuse qui s'appelait Maureen Blue Lagoon, qui sur les réseaux, je l'ai jamais vue, sur scène, incroyable, vraiment, je voulais rentrer chez moi, je voulais pas passer après elle. Et c'est ce que je voulais dire, en fait, que les réseaux, il y a beaucoup de gens qui consomment le drag sur Instagram, etc., qui le regardent par ce prisme-là. Faut pas oublier que c'est une fenêtre. C'est encore une altération de la réalité. Le drag, c'est un moment scénique de réalité. Ça, franchement, j'y tiens, mais plus que tout. C'est pour ça que je retouche très peu mes photos en drag, parce que le make-up, la tenue, ça se vit en fait vraiment. Une drague toute lisse sur Instagram, ça n'existe pas.
à part Miss Volvic de Rennes, ça n'existe pas. Je sais pas comment elle fait. C'est quelque chose auquel je suis très attachée. Le drag, c'est un moment de réalité précis et géographique. C'est une soirée ou un événement qui invite des invités. Le drag, c'est pas consommable sur les réseaux sociaux. Ça peut, hein, après chacun ses définitions et tout, mais et puis bah pareil avec les club kids, c'est pareil, hein, c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit d'arriver dans une soirée, de se montrer le plus voyant possible, etc. Il y a plein d'enjeux. Si on fige le drag sur Instagram, sur TikTok, c'est du consommable. Et en fait, c'est consommer une forme artistique, c'est pas n'importe quelle forme artistique. Hein. C'est pas... Enfin, ça fait quoi? Ça fait des pop-up stores qui vous vendent des trucs en plastique en disant que c'est des trucs artistiques. Moi, je veux pas arriver là dans le drag, par pitié. Encore quelques minutes. Je me demandais, comme tu parles c'est un moment de endroit, et aussi peut-être en dehors de Paris, du coup, est-ce que tu aurais des scènes ou des événements que tu as vraiment aimé en dehors de Paris et que tu aimerais partager? Bah, il y en a une particulièrement que j'ai adorée. C'était le 30 septembre. C'était la première Pride du vignoble nantais. On était perdus dans la campagne et du coup, on m'avait confié le line-up, donc inviter les artistes. Et je me suis dit, tiens, je vais être un petit peu connasse. J'ai booké que des drag kings parce que je dis c'est bon, on en a pas assez sur Nantes. Allons dans la campagne. Et du coup, on a pris la petite voiture là. Donc, j'avais programmé Xanas de la house, de la pharmacie à Nantes. Ils ont des noms hilarants. Il y a leur manager, c'est le Perfusion et la Mercurochrome. Et il y a Tromadol et Ibuprofène dans la house. Donc il y avait Xanas, il y avait Hot-Headed Christine, avec qui je travaille beaucoup sur Nantes. Il y avait Salvador Dalbi. Mais la blague, elle marche bof quand on est en dehors de Nantes, parce que Dalbi, c'est le quartier où toutes les Gwyn, elles vivent à Nantes. Si un jour Gwinder, ça existe, il n'y aura que Dalbi. Salvador Dalbi et mon petit protégé, mon fils, Néon Vilain, l'adoré, premier du nom. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que cette scène-là, vraiment, on était dans un ancien lavoir. Enfin, il y avait la vigne à côté, avec le muscadet. Et cette scène, elle était hyper chouette parce que c'était pas du tout notre public de d'habitude. Il y avait toutes les générations. Vraiment, ça allait de l'enfant de 8 ans à la grand-mère qui était venue en fauteuil. Et c'était une scène les gens étaient très curieux, mais pas la curiosité comme ça. Là. Vraiment la curiosité hyper bienveillante de vouloir comprendre ce qu'on faisait, de nous féliciter et tout. Et c'est quelque chose qui a été très, presque émouvant en fait de voir ça et de se dire on a aussi notre place dans des endroits comme ça. Et puis, il y a eu quoi d'autre dernièrement de bien? Il y a eu... Voilà, je réfléchis. Mais... Si, j'ai lu des contes pour les enfants il n'y a pas longtemps aussi. C'était trop mimes, à part Balthazar qui hurlait tout le temps. Mais c'est pareil, les parents... je pense aussi que là, on arrive à une génération de parents qui comprennent les enjeux actuels. C'était une date qui me faisait peur parce que 2 mois avant, il y avait Melba Zigomar de Rennes qui avait fait une lecture de contes pour les enfants où l'extrême droite est arrivée pour interférer. Évidemment, spoiler alert, les enfants ont été terrifiés bizarrement par l'extrême droite et pas par les drag queens. Et du coup, j'avais peur de cette date. Finalement, ça s'est très bien passé. Et c'était trop chouette. J'ai beaucoup aimé ça. C'était à Nantes? Oui. C'était le lendemain du CO2, Kidsman. Et du coup, pour les vendanges, ce serait normalement tous les ans? Parce que ça donne envie. Ah oui, c'est prévu. Ok. Oui, dans le truc de comment faire sa place, il y a ça aussi. Je suis que business. Et c'est chiant parfois.
Bah, c'est Christine qui me dit ça. Elle me dit parfois, je veux bien qu'on ne parle pas du drag. Et le lendemain de ça, j'ai négocié. J'étais pour la prochaine édition, je veux que ce soit moi aussi qui fasse le line-up. Parce que, en fait, ce qui est hyper important, et entre-temps, par exemple, j'ai fait une date avec King Swan qui me parlait du fait que lui, il va absolument faire du drag dans les campagnes. Donc, en fait, c'est hyper important aussi que les intérêts en tant qu'artiste répondent là où on peut les placer. Voilà. Merci, c'est super. Maintenant, on va passer aux questions, si ça va. Allez-y. Quelqu'un a des questions? Oui. Oui, du coup, avec la célébrité que maintenant, alors je parlais du drag en général, que le drag arrive à avoir maintenant depuis quelques années, est-ce que c'est devenu une possibilité, voire même c'est le cas, que certains drag kings ou drag queens arrivent vraiment à vivre confortablement de cette situation, où ça reste vraiment un plaisir ou une activité du week-end? En fait, parlons peu, parlons bien, parlons argent. Je pense que c'est hyper important d'exprimer nos réalités financières. Il y a plusieurs réalités financières. Un bon cachet d'artiste, c'est 110 €. Un cachet drag, normalement, on le situe sur une fourchette, un spectre entre 50 et 150. Moi, ça m'est arrivé qu'on me book encore pour 50 balles. Je dis non, parce que même si une majorité de mon make-up est sponsorisée par Sephora, mais ils ne sont pas au courant, 50 €, non. Mes tarifs à l'heure actuelle, je dis en toute transparence, hein, c'est 200 à 250. Ça m'arrive parfois, par exemple, le cabaret Burlesque et Vilaine, samedi dernier, j'ai été payée 100 €. Mais par contre, c'était sur une vraie scène, avec, on avait les vidéos après de nos numéros pour poursuivre dans les festivals burlesques, etc. En vivre, là, par exemple, on doit être 5 en France à être, en tant que drag king, à avoir autant de bookings. Par exemple, de septembre à décembre, chaque mois, j'ai fait entre 6 à 8 dates. C'est énorme mais je suis épuisée, vraiment, je suis fatiguée. C'est hyper dur, et quand on fait le calcul de tout ça, j'en vivote. Enfin, il n'y a rien, parce qu'en plus, il y a tout l'argent qui sort derrière pour les costumes, et il y a aussi ce truc-là, en fait, que quand je dis que le drag, il devient consommable, quand on a la prétention de remettre une tenue qu'on a déjà portée, c'est pas rare qu'on entende « Ah, mais on l'a déjà vu ». Et je suis genre, oui, tu vas le revoir vu le prix que ça m'a coûté. Après, il y a des dates exceptionnelles. Là, pareil, en termes de transparence, que c'est très important que la réalité aussi, quand je dis que le drag, c'est montrer la réalité fantasmée, sauf pour l'argent. Là, avec l'explosion et la visibilité qu'on a grâce à Drag Race, il y a des lieux qui se réveillent un beau matin et qui disent, tiens, si on bookait le cirque drag, et qui propose des cachets que moi j'aurais jamais pensé. Par exemple, le 31 décembre, je fais 30 minutes de show pour 500 €. Donc ça, alors l'URSSAF passe derrière, hein, à hauteur de 21%. Donc ça, c'est exceptionnel, et je sais que d'ici un an, ce genre d'opportunité n'existera pas, parce que je suis persuadée, j'espère me tromper, que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que le drag, ça va retomber comme un soufflé une fois que la surprise, ou qu'on veut un peu s'encanailler avec la fanfare, ça passe. Et que ce genre de lieu qui me propose autant d'argent le proposera plus l'année prochaine. J'espère me tromper. J'ai deux questions, parce que du coup je ne connais pas du tout en culture drag. La première, ce serait pour rebondir sur ce que vous avez dit. Les costumes et le maquillage, ce sera un budget combien, et où est-ce que vous les dénichez? Enfin, le maquillage, je voulais dire, c'est quoi? Mais pour les costumes, par exemple, est-ce que vous les chinez, ou est-ce qu'il y a des magasins spéciaux? En fait, le maquillage, c'est pareil, ça dépend de... Je sais que quand j'ai commencé, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour des choses qui n'étaient pas du tout utiles, parce que... Et j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre en make-up, mais... Et je pense que tu seras d'accord avec moi que quand on commence, le temps d'apprendre ce qui marche pas,
il y a beaucoup de choses qui partent. Mais par exemple, à titre informatif, le fond de teint que j'utilise à l'heure actuelle, c'est les Cryolan. C'est fait pour la scène, en fait. Vraiment, ça ne bouge pas. Il y a tout qui ressort, sauf ça. C'est je crois que c'est 27 ou 25 € le tube. Quand ça, ce sera fini, je sais que je vais faire mon teint avec les concealers Maybelline, qui sont beaucoup plus cheap, mais qui ont toujours ce même effet. Par contre, on va dire le starter pack de l'artiste drag, on va compter environ 200 € de make-up pour avoir le matériel, les pinceaux, etc., etc. Après, c'est des choses qu'il faut tout le temps renouveler, genre la poudre, le spray fixateur ou plein de trucs. Après, toute forme de drag est valide, et il y a des artistes qui vont moins se maquiller, mais quand même faire du drag. C'est hyper important de savoir qu'il n'y a pas de normalisation du make-up drag, en fait. Hein. Un drag king qui va avoir sa tête de tous les jours, mais va juste faire une moustache à l'eyeliner, c'est un drag king. Enfin, pas de... Concernant les tenues, bah, c'est pareil. Enfin, il y a des drag kings, bah, notamment... la Seno King, là, qui est une nouvelle, qui sont sur Paris, etc., qui, eux, ça va être le short Adidas et le débardeur. Ça va pas être le même budget que d'autres qui vont mettre la main à la poche. Moi, je sais, parce que ça fait 3 mois que je suis sur un business plan. Et ce que je dis, c'est que je fais le drag king qui fait la drag queen. Je m'explique. Quand j'ai été programmée sur la grosse scène, je savais qu'on allait être attendu au tournant en tant que drag king parce que c'est moins bien. Et ben en fait, j'ai mis la main au porte-monnaie et j'ai fait. Donc il y a une tenue que j'ai faite et une tenue que j'ai achetée. Une combinaison New Delusion, en sens que je suis hyper musclée et tout, mais toute strassée. Ça m'a coûté cher. Mais je savais que quand j'allais monter sur le bar de ce lieu et que j'allais enlever mon manteau de fourrure pour cacher ça, ça allait fonctionner en fait. En fait, mon drag, je le pense beaucoup en fonction d'image aussi. Je voulais, en sortant de cette soirée, que les gens ils repartent avec le seul souffle. Quand les gens allaient repenser à cette soirée, je voulais que ce soit moi sur le bar dans cette fucking combinaison qui ressorte. Parce que je pense vraiment, la carte postale, quoi, vraiment ça. Mais cette tenue, par exemple, elle m'a coûté 150 €. Neuve, elle coûtait 250. Je l'ai rachetée. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent pour fêter leur anniversaire. Quelqu'un qui mettait ça juste pour son birthday et qui le revendait après. C'était fun. Enfin, mon anniversaire, ça ressemble pas à ça, mais ok. Mais après, il y avait tout. Il y avait les Santiago. Ah oui, quand on fait du drag, il faut aussi parfois s'asseoir sur son éthique. Les Santiago et le chapeau, c'était sur Shein que j'ai eu ça. Il y en avait pour 50 €, donc ça fait déjà 200. Les accessoires, je vais avoir pour 30, donc ça fait 230 la tenue. Et le manteau de fourrure, c'est un truc que j'ai récupéré, on va dire que ça, j'aurais pu l'avoir pour 20 balles sur Vinted. Et l'autre tenue, je l'ai faite. Pareil, je savais qu'il fallait quelque chose qui se voit beaucoup, et je me suis fait un 2 pièces en faux python rouge. Et je pense en matière première, on devait avoir 120 €. Et mon frère, qui est riche et qui a fait des meilleurs choix que moi dans la vie, m'a aidé à faire cette tenue et lui a acheté la fermeture éclair de la braguette, le fil et tout le bordel. Donc pour le costume, on devait être à 150, je pense, de matière première. Après, il y a tout le temps de le faire. Et il y avait le boa en tulle, là, où il y a littéralement 10 km de tulle qu'on a reçu en rouleau, machin. Il fallait tout nouer, etc., juste pour faire le bois. Donc, on peut faire. Par contre, il faut savoir le faire. Kizmoon, par exemple, fait ses tenues. Il y en a qui vont les acheter. Moi, je sais que demain, j'ai rendez-vous avec Ego Scorpion, que j'adore, qui, lui, va me faire une tenue, mais je sais que je vais raquer, en fait. Mais au moins, j'aurai le temps de... Je pourrais la mettre, ça va être très bien fait, très bien pensé. Les premières tenues que j'ai faites, ça remonte au printemps dernier. Avant, j'achetais tout et je customisais, en fait. Après, je me suis pris une petite claque quand j'ai fait mes premières scènes burlesques, en me disant mes costumes sont à chier. Et du coup, il y en a beaucoup que j'ai refait par la suite. Mais en fait, il faut avoir beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de... Quand on va dans les friperies spécialisées, on trouve des trucs par chance aussi. Moi, j'ai une veste avec des sequins tout brodés et tout. J'ai trouvé complètement par hasard. Là, je vais me faire un 3e look de cow-boy parce que le cow-boy, j'adore cette image. En jean,
Et du coup, je vais aller chercher des jeans à Emmaüs et je vais tout défaire et tout refaire derrière. Et je me suis fait un harnais l'autre jour où les gens, ils hallucinent quand ils le voient. Et en fait, c'est juste des ceintures d'Emmaüs à 1 € et des anneaux de classeur assemblés. Enfin, je pense, enfin, le drag, de toute façon, que ce soit dans le make-up, dans la conception du personnage, il faut toujours penser à ce qu'on peut faire de n'importe quoi, en fait. Voilà. Du coup, pour la deuxième question que j'avais, comme je dis, je ne connais pas, je ne sais pas trop quel genre de prestation vous proposez sur scène. Et je me demandais si, je ne sais pas si vous avez un patron dans l'endroit où vous performez. Est-ce qu'on a déjà demandé à des drags, ou vous avez déjà demandé de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire? J'ai pas de patron, parce que ni Dieu ni maître, ni patron. Enfin, si j'ai la chance, par exemple, il y a plusieurs lieux à Nantes où je travaille régulièrement. Il y en a un, on en parlait avant, j'arrête toute collaboration par souci éthique. Il y en a un autre, donc c'est le Kafka, qui lui, le patron, il a conscience de nos réalités, j'ai conscience de sa réalité. Il me dit, j'ai 600 € de budget, fais une soirée, je cherche les artistes, etc., etc. J'ai carte blanche. Le lieu pour le 31 décembre, pour 500 €, il me demande quelque chose. Il commande en fait une prestation. Je sais aussi que moi j'ai la chance d'être sur plusieurs registres. J'ai un registre beaucoup plus créature, je l'ai appelé Deadmon, c'est la 3e version de mon personnage. Quand on me book en soirée tech, je sais que je vais faire ça, parce qu'en fait ça va correspondre à ce truc-là. Quand on me book le 31 décembre pour un dîner-spectacle à 75 € la place, je vais sortir mes éventails en plumes d'autruche, où les gens ils vont dire waouh, éthique, les plumes d'autruche. Sur le papier, parce que j'y crois pas trop. Alors, apparemment, il les ramasse tous les matins. Donc, en fait, je pense que quand on veut en vivre, etc., il faut savoir s'adapter et penser à ce genre d'enjeu-là aussi. Quand, en fait, on nous commande de la prestation, je sais que moi, quand on me book, parce que je suis et sur la scène drag et la scène burlesque, le cœur de vraiment ce que j'adore faire, c'est réfléchir à un numéro burlesque. Et ce qui est trop bien dans le burlesque, c'est qu'on les refait, les numéros, en fait. Enfin, c'est pas très clair ce que je raconte, mais voilà. C'était ça la question, oui. C'était. C'était. Vous avez déjà demandé de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire sur scène? On me met des limites parfois. Notamment la première fois que j'ai fait cette grosse scène drague de l'Ouest. C'était l'époque où j'avais encore Elena, et je faisais Elena Edmond. Mais on m'a dit, à l'époque, je veux pas voir Edmond, je veux que tu fasses Elena. Parce que c'était que Queen, en fait. Et du coup, c'était le seul truc. Moi, à l'époque, j'étais en plein divorce, en train de déménager, donc j'ai dit oui, je vais faire Elena et prendre petit argent. Mais je trouve ça dommage, en fait, quand on commande de la performance ou de la prestation drag, je trouve ça dommage de mettre des limites, parce que le cœur du drag, c'est justement de ne pas avoir de limite ou de pas. Voilà. Une question. Moi, j'ai une question sur la façon dont vous construisez vos performances. Comment vous les pensez? Il y a des images que j'adore. Je parlais du cow-boy. J'ai un numéro en policier aussi. Mais je suis en cochon en même temps. Et à la fin, le public me lance des briques en mousse. C'est très drôle. J'ai fait un numéro Ken aussi, Ken et Barbie là. En fait, il y a des esthétiques qui me plaisent et après je cherche une musique qui peut aller avec ça. Ça, je parle de la construction burlesque, d'un numéro burlesque. Et en fait, j'écoute la musique et je me dis, à prendre l'image du cow-boy par exemple. Le cow-boy, mon frère il est monomaniaque aussi comme moi. J'ai dit je veux faire le cow-boy. Il me dit je t'ai commandé des chaps ils viennent de San Francisco, date des années 80. Ça va pas la tête. J'étais content parce que du coup je me dis j'ai déjà cet élément de costume. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit marrant la chaps? Donc j'ai un short en dessous. On pense que j'ai un jean en fait, mais ça s'arrache et du coup il arrache, j'ai fait ça à l'air. On rigole. Du coup, j'écoute la musique. Je me dis, cette musique, elle peut bien marcher. À tel moment, il y a le pont de la chanson. Donc là, je peux faire un moment plus lent du numéro. Et en fait, ça vient un peu tout seul. Et en fait, il y a tout ça. Et puis après, on se met en costume, on lance la musique et on essaye de voir si ce qu'on a pensé, ça marche ou pas.
Ça arrive qu'il y ait des ratés, hein. Il m'est arrivé 2 fois, qu'il y a des choses qui marchent pas. C'est pas grave, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Enfin, faut vraiment penser que le drag, c'est une pratique artistique où parfois ça marche pas, et c'est ok. Et du coup, il y a aussi par exemple, quand j'ai créé Edmond, j'étais vraiment sur ce registre humoristique à fond. Pareil, j'ai un numéro cocktail où j'ai un shaker sur la tête et je me déshabille, il y a les bouteilles dedans et machin. Mais à un moment, je voulais parler d'autre chose. Et du coup, c'est là où j'ai créé Edmond version 2, qui était sur l'affiche, là, en bleu. Et là, ça me permet de faire des trucs plus intimes. Notamment, ce week-end, j'ai fait ça. Et j'ai mon numéro peau d'âne. Et un numéro avec mes éventails en plumes, etc. Et après, j'ai créé Edmond version 3. Donc, quand je suis en démon et tout, c'est comme un oignon, en fait. Il y a l'humour qui cache l'intime et l'intime cache la colère. Bref, ça, c'est parce que je suis monomaniaque. Et Edmond version 3 me permet d'explorer encore des choses différentes. Mais je pense que c'est hyper important de ne pas se sentir limité dans ce qu'on veut faire en drague et que un beau matin, je peux faire le cow-boy dans sa combinaison à sequin et littéralement 4 jours après, j'étais en démon ailleurs. Et du coup, c'est comme ça que je réfléchis en fait. Quelle émotion je veux transmettre, comment je le fais. Est-ce que je veux faire rire les gens pour les divertir? Est-ce que là, je veux parler de trucs un peu plus intimes voilà. Il est 19h, vous n'êtes pas en prison, donc si quelqu'un a besoin de partir, vous pouvez, mais on va continuer si ça va pour tout le monde. Donc, il y a une autre question ici. Bonjour. Je me posais la question si votre pratique du drague a été influencée par votre parcours scolaire. Par exemple, c'est en montrant à la fac où vous avez découvert le drague. Le drague, il a toujours fait partie un peu de ma vie, notamment quand j'étais en Blanche-Neige dans le salon. Et en plus, c'était un faux déguisement de Blanche-Neige. La jupe, elle était couleur arc-en-ciel. Donc, j'ai toujours été intéressée par ce... Mais en fait, ça fait vraiment écho à ma construction en civil par rapport au genre et tout, à comment on peut... En fait, c'est ce que je dis, c'est que le drag, je le fais dans la vie de tous les jours. Quand je rentre chez moi le soir et que j'ai l'impression qu'on me suit, je change ma démarche, je change ma silhouette. Et en fait, ça, c'est déjà du drag, de changer la manière dont on est perçu dans l'espace public. Mais je pense que ça vous parle aussi, en fait, de ce genre de choses. Donc, ça a toujours été là. Et il y a eu un déclic avec Elena, où en fait, ces images du vieil Hollywood, de glamour, etc., c'est quelque chose qui me fascinait. Ces images aussi de domination par le prisme de la féminité, ça me fascinait aussi. Edmond, il est né après que je me sois fait insulter à une terrasse de télé. Et je me suis dit, quitte à l'être, autant l'être sur scène. Et j'ai adoré le moment où, 2 ans après, j'ai fait une scène pas loin de la dite terrasse en Edmond. Ça, c'était super. J'adore quand les choses cycliques là. Et du coup, en plus, j'en parlais avec un ami qui est auteur l'autre jour. Edmond, il y a beaucoup de choses d'Edmond qui sont des images de l'enfance. Le numéro peau d'âne, clairement... spoiler alert, j'étais élevée à Jacques Demy, donc ça, et le cow-boy, pareil, c'était vraiment les images, les westerns que regardait mon grand-père, le marin, Again, des Demoiselles de Rochefort, plein de choses comme ça, et là j'ai un numéro qui arrive en Burt dans Mary Poppins. Donc c'est vraiment des choses qui, je pense, c'est plus lié à l'enfance. Après, mes études, c'était, j'ai fait un master recherche en histoire de l'art médiéval. Je suis spécialiste européen des pierres taillées antiques, conservé une matrice de sceaux au Moyen-Âge. Mais ça a toujours été là, le truc un peu crafty. Voilà. Après, il y a, encore une fois, puisque tu es là, Kizmoun a fait les beaux-arts, et du coup, je me permets de parler à ta place, mais a passé 2 ans à se lever le matin et à réfléchir à ce personnage-là. 5. Et du coup, il faut vraiment... Ce que moi j'adore dans le drag, c'est quand je rencontre les artistes et qu'ils m'expliquent leurs images. L'image, ça me fascine vraiment. Tout ce qui est image et tout ce qui perdure aussi, ça me parle beaucoup. Voilà. Mais vraiment, les artistes drag, quand
on apprend c'est quoi leurs références, d'où ça vient et tout, c'est trop fascinant. Autre question? Je voulais savoir, pour une personne qui souhaite soutenir la scène drag king, qu'est-ce que vous recommandez comme par exemple, comme spectacle, comme lieu, une rencontre pour qu'on puisse aller voir des drag kings À Paris, il y a beaucoup de choses. Il y a les King Factory à Mutinerie, qui en fait sont un peu les premières scènes drag. Il y a ça. Alors, je trouve que ça change dernièrement. Ça, enfin pareil, je peux raconter en quoi. Dernièrement, je savais que cet été, j'allais au show Full Drag Queen et j'étais un peu comme ça en me disant, mais moi aussi, je peux faire, peut-être même je peux mieux faire. Et ça change dernièrement, je trouve qu'on met beaucoup plus de drag king. On en met toujours un, genre la caution en fait. Il y a un line-up de queen et on en met un. C'est souvent Judas la Vidange d'ailleurs, que j'aime beaucoup, à Paris en tout cas. Donc on commence déjà à avoir un peu plus accès aux scènes king. Par contre, ce qui est hyper important, c'est peut-être plus se rapprocher du drag par les sphères militantes, qui en fait vont beaucoup plus programmer des club kids, drag queer et drag king. Fouiller sur Insta complètement. Et sinon, pour soutenir, on peut faire le choix de plus aller à ces scènes-là. On peut aussi, c'est tout bête, hein, super important, notamment la visibilité sur Instagram, etc. Voilà. Sinon, il y a mon PayPal. La King's Factory avait fait un atelier à Paris Cité d'ailleurs, sur le maquillage drag king il y a 1 an de ça. Et la mutinerie pour la vidéo, je pense que tout le monde y connaît ici, mais du coup c'est un bar, le bar lesbien de Paris. Quoi. Et donc, voilà. D'autres questions? Non. Allez-y, j'ai pris le train exprès. Oui, il vient de loin, attention. Moi, j'avais une question sur les bienfaits. Ouais. De tout ce qui est drag queens, drag kings. À l'heure actuelle, où il y a tellement de choses qui sont difficiles, est-ce que c'est un endroit, je sens comme ça, mais j'aimerais bien voir là-dessus, est-ce que c'est un endroit où justement on peut encourager les gens, donner à des jeunes personnes qui étaient nées il y a 20 secondes, d'être moins figées dans leur vie, moins terrorisées par un positionnement qu'ils peuvent absolument prendre. Et je trouve qu'il y a un côté ludique et apaisant dans ce monde-là. Et est-ce que complètement. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je dis, que ce soit le drag ou la thérapie, ça coûte quand même, les deux coûtent assez cher, donc autant faire celui où on s'amuse le plus. C'est quelque chose qui est très thérapeutique. Et moi, je le vois beaucoup, notamment avec les enfants drag. Donc, je parlais de Néon Vilain tout à l'heure, qui est un homme trans et qui, en fait, la première fois qu'on a fait son atelier, en fait, il pataugeait un peu dans le drag comme ça. Et on a fait un atelier où je lui ai appris comment faire un contouring, etc. Et vraiment avoir un aspect très masculin grâce au make-up. Et vraiment, ça lui a fait une euphorie de genre. Et il en a pleuré. Je l'adore, j'aime beaucoup. Il en a pleuré et tout. Et c'est là que j'ai vu en fait le bienfait d'explorer tout ça sur scène. Il y a quelque chose vraiment où on extrapole tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, qu'on peut le montrer aussi aux autres. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent sur scène. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée que le public vient me voir faire ce que j'adore dire, la tarlouse sur scène, et qu'en fait, ils en redemandent, ils adorent, et on applaudit ça. Sauf qu'en fait, il y a 10 ans, c'est tout ce que je voulais plus chez moi, en fait. C'est tout ce qui me faisait complexer, tout ce que je voulais éradiquer, en fait, de ma personne. Il y a vraiment ce truc-là complètement exutoire et j'adore. Enfin, c'est hyper important de protéger cette bienveillance à l'intérieur de la scène. Et puis quand je parlais notamment des évangélions, ou tous les artistes qui sont au tout début de leur vingtaine, à l'heure actuelle, je les trouve
ils n'ont pas peur en fait de faire certaines choses. Ils prennent le métro en full look, ils vont dans des lieux qui ne sont pas estampillés drag ou LGBTQIA+ friendly. Moi, je sais que c'est des choses qui me faisaient peur à l'époque, mais parce qu'on était moins aussi. Et je trouve que ce renouveau, il est hyper chouette. Après, à contrario, plus on est visible, plus on est la cible aussi des personnes qui ne veulent pas qu'on ait cette visibilité-là. Voilà. C'était clair? Oui. Oui, vas-y. Est-ce que le fait d'être passé d'Elena à Edmond, ça a eu une différence sur le booking ou sur votre accès à la scène? Il y a un truc qui me fait rire, c'est la différence, je ne l'ai pas trouvé sur les bookings, je l'ai vu avec les autres artistes drag. Elena, la dernière fois que je l'ai fait, je crois que c'était au printemps, dans un lieu à Nantes qui s'appelle le Blocos, qui est littéral un blocos. C'était infect. On m'a dit, j'ai demandé les toilettes, on m'a dit c'est en haut, il n'y avait pas d'escalier, c'est une échelle dans le béton. Et en fait, quelques temps après, moi j'adore penser à la narration. Ah oui, mon travail civil, c'est libraire. Du coup, tout ce qui est l'ordre de... C'est hyper important, c'est ce que quand je conseille les gens qui se lancent dans le drag et tout, je leur dis, pensez pas qu'en termes de look et en termes de tenue, pensez à la narration. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui fait votre personnage quand il n'est pas sur scène, genre, c'est hyper important, c'est une question toute bête, mais d'où il vient, c'est quoi sa mythologie et tout, est-ce qu'il a des parents, est-ce qu'il en a pas, bref. Du coup, moi, ce que je fais, c'est des journaux. Et en fait, j'ai sorti un journal sur la disparition d'Elena. Où en fait, ce soir-là, j'étais bookée avec Hot-Headed Christine. Et Hot-Headed Christine disait qu'elle l'a vu partir, marcher vers l'aube, et que depuis, il n'y a plus de nouvelles. Que son frère Edmond reste très mystérieux sur les disparitions de sa sœur. Et en fait, on comprend que Edmond, c'est un gros connard patriarcal et qui voulait avoir l'ascendant sur la dynastie La Dorée et tout. Ça va pas. J'étais dans ma cuisine à regarder les gnocchis et j'étais en train d'écrire l'article en disant on était ravagés, t'es en train de parler de Et du coup, le jour où j'ai sorti ça sur Instagram et que Elena disparaissait, les autres drag queens de Nantes ont complètement changé d'attitude avec moi. Parce que je n'étais plus quelqu'un qui potentiellement pouvait avoir leur booking. On n'était plus sur les mêmes registres. Je faisais que du king et elle faisait du queen. Et ça, j'ai vu la différence. Et ça, c'est trop bien. J'adore vraiment voir ça, ça me fait beaucoup rire. Mais parce que, en fait, on est tellement maintenant que c'est dur aussi de vouloir... il y a des gens qui veulent être là tout le temps, etc. Et, bref. Donc, il y a eu ça. Après, le moment où j'ai fait que Edmond, c'est le moment où j'ai commencé à organiser mes soirées, où j'ai démarché des lieux, etc. Donc, j'avais quand même l'accès à des scènes. Mais je pense que c'est dur, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que... là, les gens qui connaissent, les non-initiés au drag, qui connaissent les drag queens, du coup, les lieux qui se mettent à faire ça veulent majoritairement des queens. Et que du coup, en tant que club king, en tant que drag queer ou drag king, ouais, il y a moins d'opportunités. Mais moi, ce que je dis, en fait, c'est le seul endroit où je serai Startup Nation, ce sera dans le drag. Ça me dégoûte de dire ça, mais... et en fait, littéralement, j'ai fait mes cartes de visite et je les donne au lieu et tout, en mode appelez-moi. Et j'ai mis organisateur de soirée en plus. Comme ça, ils savent que je sais faire, etc. Et que derrière, je peux programmer des gens qui font du club kid ou d'autres formes de drag, du queer, etc. Donc il y a ça. Je sais, oui, que Elena, si elle était encore là, j'aurais peut-être plus de booking. Peut-être elle reviendra. Mais peut-être pas. Voilà. D'un point de vue personnel, est-ce que vous préférez faire des shows plus petits, restreints, avec moins de public, justement Non, enfin, ça dépend. Je sais que, par exemple, mon numéro Podane, déjà, c'est une référence c'est là où je vois que je vieillis, ne parle plus à tout le monde. Je suis terrifiée. Comment est-ce qu'on peut oublier Catherine Deneuve ça m'inquiète. Ce numéro Podane, il parle de... En fait, j'ai un costume qui reprend la robe couleur du temps, ça brille de partout, ça dégueule de partout, etc.
Et au début, il y a l'extrait du film où le prince cherche l'amour et dit, la rose lui répond, continue, c'est une question de confiance. Et après, c'est une musique de Fishback, et à la fin, la rose que j'ai là, les pétales sont détachables et tout. C'était pour parler de comment, en tant que corps dit efféminé, etc., une expression de genre féminine, comment dans le game de la séduction, c'est des choses qui nous sont reprochées, des choses qui nous mettent très mal parfois. Donc ça, je voulais parler de mon intimité, etc. Ce numéro Podane, il ne marche que sur les petites scènes. Je ne peux pas le faire au lab, par exemple, devant plein de gens. Les gens ne comprendraient pas, ils diraient c'est nul. En fait, je sais qu'il faut s'adapter. Moi, j'adore tout faire, clairement. Mais vraiment, genre la semaine prochaine, j'anime un comité d'entreprise. Donc, c'est très bien payé, mais voilà. J'adore tout faire. Et en fait, c'est là où je me dis, bah, un jour, je peux être bookée dans un bar où il y aura 30 personnes. Et le lendemain, comme le week-end dernier, où il y avait 300 personnes dans un théâtre, j'adore m'adapter parce que moi, ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort et d'explorer. Voilà. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas le timide qui a déjà parlé? Non. Ouais, vas-y. J'ai une question. Comment Marcel Edmond adoré et aussi comment non, c'est bon. Bah, c'est giga nul comme réponse. Elena l'adorée, c'était réfléchi. Elena, c'était pour Elena Rubinstein. Vous l'ignorez peut-être, mais celle qui a créé la crème de jour. Et en fait, c'était elle est partie d'Europe de l'Est au moment où le fascisme commençait à s'installer. Elle a immigré aux États-Unis. Littéralement, elle avait une casserole dans sa cabane et elle était en train de réfléchir à la crème de jour. Mais à l'époque, la crème de jour n'existait pas. Et en fait, elle est devenue extrêmement riche et elle faisait des salons décorés par Matisse, Dali, etc. partout dans le monde. C'était l'ennemi juré de Elisabeth Arden, cette marque-là de mamie encore qui existe. Bourgeois, le maquillage bourgeois voulait racheter la marque. Enfin, c'était vraiment tout un monde, etc. Et ce truc de femmes qui fuient ailleurs, qui quittent mari, enfant pour tout niquer dans le game de la beauté, j'aimais bien. Du coup, Elena, pour ça, et l'adorer, c'est un peu nul. Hein. C'est un giga mauvais jeu de mots sur celui ou celle qu'on adore. Hein. Et Edmond, c'est juste que ça sonnait bien. Edmond l'adore. Maintenant, t'as Edmond. Et maintenant, il y a Edmond. Une créature. Mais je sais que, par exemple, dans quelques années, je pense que un jour, j'arrêterai le drag et quand je serai très perfectionnée en burlesque, je recommencerai tout à zéro. Je m'appellerai Linguini Martini. Vous avez déjà pensé? Ouais, oui. Mais tout est... Voilà. C'est le business plan. Et du coup, votre fils, Edmond Villain. Ouais, Néon Villain, ouais. Vous lui avez suggéré, vous en avez discuté ensemble? En fait, on s'est rencontrés à un atelier make-up que je donnais. Et lui, il avait fait quelques looks comme ça. Et je sais pas, on s'est tout de suite entendu. Il m'a beaucoup touchée dans son histoire et tout. Et il pensait à un nom. Il voulait absolument qu'il y ait vilain dedans, sauf qu'il est tout sauf vilain en plus. Enfin, vraiment, même dans ses numéros, il n'y a rien de vilain dans ce qu'il fait. Enfin. Et en fait, du coup, il ouvre une palette de maquillage et il y avait un fard qui s'appelait Vilain. Et à côté, c'était Néon Vilain. Voilà. C'est quand votre prochaine performance à Paris? Ah bah, bonne question, parce que s'il y a un truc que j'aime pas, c'est les gens qu'on croise en soirée qui disent « Ah, je vais te booker ». Quand? Mais normalement, il y aurait peut-être la King Factory bientôt, mais ils sont débordés. Et la réalité, elle est aussi qu'on est mieux payé à Nantes. C'est une légende. Hein. À Nantes, on en parlait en plus au début. À Nantes, on est très bien payé. C'est une des meilleures villes. Voilà. Si vous voulez commencer le drag un jour, vous savez.
Prenez TGV Max. Est-ce que c'est par rapport aux autres villes, ou surtout Paris, parce que peut-être qu'à Paris, on a tellement... Il y a quelque chose de très... En fait, c'est que quand je parlais du début où on était 5 où on était amis, en fait. Plus maintenant, puisqu'il s'est passé des choses. Et blague à part, on était 5 et en fait, on avait statué ensemble sur le fait que c'était très important qu'on ait les mêmes tarifs, tous et toutes, parce que, et c'est en train de disparaître ça d'ailleurs en plus, parce qu'en fait, on voulait, enfin, pour nous, c'était normal d'être bien payé. Mais après, il est arrivé des jeunes artistes qui s'en fichaient de ces... Parce qu'en fait, les 5, quand on a commencé, on était giga précaires. Moi, j'étais étudiant à l'époque et j'étais en master. Le lundi, mardi, j'avais cours à Nantes. Le mercredi, jeudi, je devais être aux Archives de Paris pour mes histoires de sceaux. Vous pouvez aller au cabinet stylographique des Archives de Paris, c'est incroyable comme endroit. Et vendredi, samedi, dimanche, je devais travailler en librairie, en boucle, comme ça. Mais j'avais pas une thune. Et je sais pas pourquoi il m'est venu l'idée de faire du drag en même temps. Et en fait, les autres profils, c'était pareil. C'était des intermittents du spectacle, etc. Donc c'était hyper important qu'on statue sur le fait que c'était 150. Et ça, on a bien travaillé parce que c'est resté en fait à Nantes. Et par contre, il y en a qui arrivent, je tairai les noms, mais il y en a qui arrivent qui font tout et n'importe quoi pour 50 balles. Sauf que les lieux, je me rappelle vraiment d'une date où on était à booker avec le jury de Drag Race, là, Killy Smile, qui était venu à Nantes. Et en fait, il y avait 5 drags qui faisaient du gogo, et du coup, j'étais dedans. Et en fait, à l'époque, il y avait une nouvelle qui est montée sur scène avant nous, mais qui n'était pas payée. Et du coup, moi, je lui avais dit que tu viennes sur scène avec nous. En fait, c'est hyper important de se serrer les coudes sur la scène drag. Moi, je suis partisan de, quand il y a des drags qui viennent juste en public, mais en drag, pour moi, elles doivent avoir accès aux loges, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut leur arriver. Au moins, elles savent qu'elles ont une safe place en cas de... Ouais. Par contre, qu'elles aillent sur scène avant nous, et en fait, je lui ai dit, en fait, que je très patient avec cette personne, et je lui avais dit que tu viennes sur scène, pas de problème. Que tu viennes avant nous sur scène, problème. Parce qu'en fait, le message que tu es en train d'envoyer au programmateur, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ce taf-là gratos. Et que nous, on était payé 200 balles x 5. C'est une somme énorme quand on organise une soirée. Et en fait, pour l'édition d'après, ils pouvaient se dire, pourquoi on s'embêterait à payer des gens 200 balles alors qu'il y en a qui sont prêts à le faire gratos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça que c'est trop important qu'on parle entre nous aussi de nos réalités financières derrière ça. On dit un syndicat drag. Faudrait qu'on y pense. Mais en plus, ça s'est déjà fait dans d'autres époques et d'autres villes, en fait. Mais ouais, Mais après, c'est parce que les enjeux de ces personnes-là étaient différents. Pour Helleu, c'était vraiment arriver, se montrer très visible et finalement, ça a payé. Mais à quel prix? Pas 200 balles. Autre question? Du coup, moi, je t'avais vu au lab il y a 2 semaines. Ah ouais, hilarant. Hein. Oui, J'étais vraiment, ivre. j'ai adoré. J'ai encore un des faux billets que t'avais. Ah oui, on peut en parler du faux billet. Là. Et juste pour savoir, c'est quand les prochaines dates à Nantes, s'il y en a. Ouais. Je peux parler du faux billet. Ouais. Le faux billet, ça comptait dans le business plan. La réalité d'Instagram, c'est qu'on est 5 à avoir plus de 2000 followers en France. 5 drag kings, c'est rien, vraiment. Le faux billet, j'en ai imprimé 300 avec le QR code de mon Instagram dessus. Et je les ai lancés comme ça. Parce qu'en fait, tout était réfléchi pour, encore une fois, c'est pas très bien de capitaliser sur le drag, mais là, c'était important. Puis il y en a, ça les gêne pas. Et du coup, les prochaines à Nantes, on est le 28. Le premier, je suis au Médusa. Il y a une fois par mois parce que ils nous ont offert la résidence. Le 2, je suis à Magma, énorme food hall là. Aussi, voilà. un pote qui va faire sa première scène. Ah, c'est qui? C'est Marie-Jane Signol. Ça va être vraiment toute première scène. Je lui dirai de ta soirée.
Le 2, après le 9, c'est le lab, mais moi je suis à l'étage pour le comité d'entreprise, mais je serais en train de faire la folle en bas avec Edmond. Et après, le 17, je suis à la librairie Les Bien-Aimés pour intervenir. Il y a un livre qui est sorti qui parle du drag et des familles choisies qui se passe à Nantes. Et après le 31, et après janvier, j'ai pas grand-chose. Pour Ça l'instant. fait déjà pas mal pour décembre. Si je vais à DragCon à Londres, ça va être marrant. Ouais. Moi, je vais faire des vlogs. Tu fais beaucoup de. Enfin, maintenant, tu commences à voyager en dehors de la. Bah là, c'est mon frère encore, qui s'appelle Brother l'Adoré. Bah, mon frère, c'est lui qui m'a poussé à faire mes premières scènes, en fait. C'est lui qui m'envoyait les liens Drag Race et qui m'a poussé et tout. Et c'est le drag, ça nous a vachement rapprochés dans la narration familiale un peu éclatée au sol. Le drag, ça a vraiment créé un lien entre lui et moi. Il m'aide à faire beaucoup de costumes et tout. Et du coup, là, il m'offre ça pour Noël. Parce qu'il est riche, il est ingénieur. Voilà. Oui, je voulais demander, est-ce que vous avez des objectifs précis, par exemple un endroit que vous avez vraiment envie de Ouais. marquer ou... Oui. Ouais. Ah, j'en ai plein, oui. Voilà. Bah, j'en parlais dans le train là pour venir, mais j'ai un projet, mais ça me rend folle d'y penser. Je veux faire le Puy de la Folle, qui est je veux le penser comme un c'est hilarant, comme un spectacle qui parodie le Puy du Fou, mais genre qui fait une fresque historique sur l'histoire féministe et queer de France. Avec mais en fait, Jeanne d'Arc, je veux prendre Fragile de France qui fait de la pole dance, genre sur une lance. Je veux Miss Volvic, ce serait Marie-Antoinette. Je prendrais Maya Doll et Rivera pour faire ses amantes parce que les petites rumeurs et tout. Ah oui, je t'ai pas dit ton rôle, je te le dirai après. T'as le choix, il y a Louise Michel si tu veux. Et sinon, faut que je regarde, mais il y avait une artiste de cabaret qui faisait le clown. Voilà. Et moi, je veux faire le Chevalier Déon. Donc, il y a le Puy de la Folle, j'en rêve. Mais en fait, je veux que ce soit un show narratif parce qu'en ce moment, le drag, c'est beaucoup de la queen fait sa perf et après s'en va et tout. Là, je veux vraiment un truc narratif et tout. Donc, il y a le Puy de la Folle, mais je parle avec Marie Babette de Rennes parce que le 14 juillet dernier, elle avait fait la cour de la reine. Ça s'appelait, c'était un truc un peu comme ça. Donc, j'aimerais bien. Mon rêve ultime, quand je serai vieux, enfin plus vieux et que je ne suis, et un peu, j'aurais plein de bagouses aux doigts et tout, je voudrais avoir un cabaret. Alors ça. Et si en termes de lieu, enfin là je réfléchis à des trucs pour être plus sérieux, de monter des spectacles et de les faire tourner en fait, parce que c'est super de faire des soirées entre artistes drag et chacun fait son truc de son côté. C'est encore mieux quand on crée des trucs, genre le Puy de la Folle, il pourrait vraiment tourner dans toute la France. On se moquerait de Villiers un peu partout, ce serait génial. Ce serait trop bien. Et on ferait du merch aussi, ce serait super. Et voilà. Donc il y a plein... De quoi ? Ce sera génial. Vous allez venir, vous allez adorer. On pourrait même faire comme des comédies musicales à 11 commandements et tout, dans toute la France, ça serait super. Ouais, bah pour l'instant, vraiment, le truc qui me surexcite le plus, c'est le Puy de la Folle. Mais après, il y a... Oui. Non, c'est marrant parce qu'il y avait une question, est-ce que tes études avaient influencé ton drag, mais finalement c'est plutôt... Oui, enfin non, c'était l'inverse, mais du coup c'est plutôt... c'est effectivement tes études ont influencé ton drag. Bah complètement, parce que, en fait là, c'est une grosse blague, le Puy de la Folle, j'adore le dire, c'est très drôle. Mais il y a une réalité aussi, c'est que je veux pas que ce soit que débile, je veux que ça soit aussi qu'il y ait des moments où je chiale un peu, parce que, notamment quand on parle de l'Holocauste, on oublie toujours les triangles roses, enfin, il y a vraiment des choses, il y a une profonde invisibilisation, mais encore, et parce que j'ai été prof aussi, dans un lycée, un collège, et vraiment, ça a duré un mois. Et vraiment, quand j'ai ouvert les programmes et de voir le chapitre de 2 pages sur les femmes de l'histoire, ça m'a... Genre, mais pareil, quand j'étudiais l'histoire de l'art, il n'y a que 2 femmes qu'on a parlé en 5 ans d'études. Enfin,
Et c'est vraiment une volonté pédagogique aussi, cette histoire du Puy de la Folle. De raconter, de remettre sur le devant de la scène toutes ces thématiques-là. Voilà. Le drag, c'est pédagogique de base. Non, c'est une super idée. Moi, j'ai hâte. Tout le monde sera là. Ça sera trop bien. Ouais. Ça sera D'autres super. questions? Comme c'est un peu tard. Mais... Bon. Bah, moi, j'ai une question plutôt pour parler business, du coup. C'est surtout, comment est-ce que vous avez entendu parler de cette conférence? Est-ce que les gens qui ont vu sur Instagram peuvent lever la main, peut-être? Ok, 1, 2... les affiches? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Les mails? Qui regarde ses mails? 3, oui, 2 fois, du coup. Ok. Et est-ce que quelqu'un a une autre... comment est-ce que vous en avez entendu parler? Du bouche à oreille? 1, 2, 3, 4. Ok, bouche à oreille aussi. Quelqu'un a une autre... on a entendu parler d'une autre façon? Il n'y a pas des gens qui n'ont pas levé la main? Vous avez vu de la lumière? Ils sont rentrés dans le exactement. Ok, bah super. Bah, Moi, merci. c'était tout. Donc allez suivre Edmond sur Instagram Et le TikTok. master. Et TikTok. Non, c'est le même ad. Ouais. Donc c'est Edmond Ladoré, le master IIC aussi, évidemment. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait pour ce soir. J'espère que tout le monde s'est amusé, c'était intéressant. Et Tweetez donc, sur moi quand je serai dans Drag Race. ça me fera plaisir. allez partager aussi, évidemment, et en parler des autres comptes aussi, d'autres drag kings. C'est important d'aller les suivre. Ah non, seulement et non. D'aller les suivre sur Instagram et de partager toute cette actualité. Et voilà. Merci. J'espère qu'on se reverra bientôt. Merci beaucoup.